Eustache Kotigan est le nouveau président du bureau exécutif du patronat du Bénin. Il a été installé dans ses fonctions ce mardi 21 juin 2022. Vous suivrez le point dans cette édition. Les acteurs de la campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants au Bénin font le bilan du programme. Ils ont démarré à cet effet ce mardi un forum bilan de 2 jours. Le point de la cérémonie officielle de lancement est à suivre dans cette édition. Nouvelle manifestation en Tunisie contre le président Kais Saied menée par la coalition du Front de Salut National. L'opposition tient tête et continue de scander son mécontentement face à la politique du chef de l'État. La protestation survient alors que le président s'apprête à recevoir l'ébauche d'une nouvelle constitution. C'est toujours un plaisir d'être des vôtres, mesdames, messieurs. Bienvenue au journal sur Speedline Télévision. Le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Joseph Diagbénou, a reçu dans la matinée de ce mardi 21 juin 2022 le président de l'Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires. C'était donc dans le cadre des 6e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice qui s'ouvrent ce jeudi 23 juin 2022 à Cotonou. Les deux personnalités ont échangé sur le déroulement des travaux. Suivons ici l'invité au terme des échanges au micro de Romaric Dossa et Mathieu Sossou. Voilà, je me réjouis de l'entretien que nous avons eu avec Monsieur le Président, et l'Union internationale des huissiers de justice est très contente du soutien que nous avons obtenu de Monsieur le Président pour l'organisation des 6e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice. La Chambre nationale des huissiers de justice du Bénin est une organisation membre de notre Union internationale depuis 1997 maintenant. Et je suis particulièrement content que notre événement ait lieu ici à Cotonou en 2022. Alors, de l'entretien avec Monsieur le Président, il résulte que Monsieur le Président partage tout à fait l'avis de l'Union internationale quand il s'agit de la digitalisation de la justice et quand il s'agit de la digitalisation des procédures d'exécution, qui est d'ailleurs donc le thème de notre congrès qui a lieu ici à Cotonou. Il faut évidemment garder et respecter l'aspect humain de l'huissier de justice qui joue un rôle capital dans le cadre de l'exécution des décisions de justice, parce que c'est justement par cet aspect humain que nous pouvons garder le contact avec le justiciable. Et je tiens à remercier beaucoup Monsieur le Président pour son soutien. Après son élection à la tête du Conseil national du patronat du Bénin le 25 mai 2022, Eustache Kotigan a été installé dans ses fonctions ce mardi 21 juin 2022. C'était donc au cours d'une cérémonie qui a eu pour cadre la salle bleue du Palais des Congrès à Cotonou. Reportage. Je vous porte cette écharpe qui vous consacre leader de notre association. Port d'écharpe. Remise de fanion, Eustache Kotigan entre en possession de ses attributs qui font de lui le nouveau président du bureau exécutif du Conseil national du patronat du Bénin. L'élection du nouveau bureau exécutif du CNP Bénin intervient au terme de nombreuses réformes menées au sein du Conseil. Dans l'environnement microéconomique de notre pays, beaucoup de personnes se posent la question de l'utilité du patronat du Bénin. Certains se demandent quelle pourrait en être l'utilité en y adhérant. Durant ces dernières années, nous avons entendu, puis écouté l'ensemble de ces objections. Avec beaucoup d'audace, de perspicacité, mais avec beaucoup d'humilité, il fallait opérer en notre sein des réformes majeures. Le 25 mai 2022, Eustache Kotigan a été réélu à l'unanimité par ses pairs, preuve que la vision que porte l'homme pour le patronat fait consensus parmi les chefs d'entreprise du Bénin. Au cours des 5 années de mon mandat, soyez rassurés que je mettrai tout en œuvre pour répondre à vos attentes et à vos exigences. Notre monde des affaires évolue dans un contexte économique difficile et la mise en œuvre des projets et programmes
le développement de notre pays se fait dans des conditions encore plus périlleuses. Nos entreprises sont confrontées encore aujourd'hui à d'énormes difficultés liées au Covid-19 ainsi qu'à une inflation galopante au niveau mondial. Cette situation délétère nous oblige à être encore plus résilients et solidaires afin de surmonter ensemble les difficultés avant un retour souhaité à la normale. Nous avons besoin aujourd'hui, plus qu'hier, de nous retrouver pour reconstruire notre secteur privé. Tel est le défi de notre génération. Et pour réussir sa mission et relever le défi, le nouveau bureau exécutif du CMP Bénin peut compter sur le soutien et l'accompagnement du gouvernement du président Patrice Talon. L'atteinte de la grande majorité des objectifs du gouvernement passe par le développement du secteur privé. Qu'il s'agisse de la croissance économique, de la création d'emplois pour les jeunes ou tout simplement de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, le développement du secteur privé est indispensable. Alors, sachez-le, nous sommes à vos côtés et votre succès est le nôtre. Nous continuerons à mettre en place le cadre et les conditions nécessaires pour que vous soyez plus compétitifs et que vous créiez davantage de richesses. Créé en 1984, le CNP est aujourd'hui la principale organisation patronale du Bénin. Eustache Kotigan est le 5e président élu du Conseil. Il va travailler au cours des 5 années à venir pour améliorer la visibilité et la contribution du secteur privé au développement économique et social du Bénin. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toïfodé, a procédé ce mardi 21 juin 2022 à l'ouverture des travaux du forum bilan de la campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants au Bénin. Cette rencontre des acteurs s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 32e édition de la journée de l'enfant africain. Reportage signé Romaric Dossa et Mathieu Sossou. Faire du Bénin un pays sans violence contre les enfants, un pays où chaque fille peut grandir en sécurité, c'est l'idéal qui a réuni dans cette salle à Cotonou ces acteurs des affaires sociales. Il s'agit pour eux, au cours de ce forum, de faire le bilan des actions menées et avancées notables dans le cadre de la mise en œuvre au Bénin de la campagne Tolérance Zéro pour l'élimination du mariage des enfants. Dans son discours d'ouverture des travaux, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toïfodé, affirme qu'avec les réformes insufflées par le président Talon, l'environnement offre désormais des possibilités et opportunités pour plus d'actions et réactions. Depuis 2016, la protection de l'enfant a été au cœur des actions majeures du gouvernement. Ainsi, on peut noter l'adoption du Code de l'enfant et la prise de certains de ses décrets d'application, mais également la relecture de ce Code de l'enfant qui est en cours, l'adoption de la loi portant disposition spéciale de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes, qui portent une attention particulière aux infractions commises à l'encontre des filles, l'assainissement des centres d'accueil et de protection des enfants, la prise d'un nouveau décret fixant les normes et standards des KPE en République du Bénin, l'enrôlement systématique des enfants orphelins et vulnérables accueillis dans les centres d'accueil afin de leur permettre d'avoir accès aux services sociaux de base grâce à leur carte Arche. La mise en place de la ligne d'assistance aux enfants, le 138, pour la dénonciation des abus et maltraitances à l'encontre des enfants, la dynamisation de l'autorité centrale pour l'adoption internationale au Bénin, ayant permis de lancer le processus d'agrément des organismes d'adoption et de mettre en place au Bénin des procédures d'adoption, la mise en œuvre du programme des cantines scolaires, la distribution gratuite des kits scolaires aux enfants afin de favoriser leur maintien à l'école, le lancement de la campagne Albazachi pour sensibiliser les enfants sur les comportements à risque et de viande, le retrait des enfants dans les carrières, etc. Ces actions démontrent que la protection des enfants reste une priorité du gouvernement béninois.
Mais il faut également reconnaître qu'en dépit de tous ces efforts, la situation générale des enfants ayant besoin de protection demeure encore préoccupante. Et si nous nous réunissons aujourd'hui, c'est aussi parce que nous devons redoubler d'efforts pour accélérer le changement, pour éviter que des filles comme Adèle soient victimes de violences et que nous renforçons nos synergies pour pouvoir aider les victimes. Et comme vous le savez, même si le problématique où aujourd'hui le Bénin a connu des efforts, les disparités demeurent. Le bien-être des filles nous inquiète particulièrement. Par exemple, 3 filles sur 10 sont encore mariées avant l'âge de 18 ans. Une fille sur 10 est à risque d'être victime de violences sexuelles ou de harcèlement. En 2014, le pourcentage de femmes ayant subi n'importe quelle forme de mutilation génitale féminine était de 9,2% et 0,2% pour les filles de moins de 14 ans. Et selon les informations dont nous disposons aujourd'hui, qui nous remontent du terrain, malheureusement, ces chiffres seraient à hauteur. Et l'enquête mixte en cours pourra certainement certifier ces chiffres. Les violences contre les enfants, comme vous le savez, entraînent des traumatismes physiques et émotionnels. Elles causent des dommages physiques, psychologiques, économiques et sociaux, nuisent à leur capacité d'apprentissage et de socialisation et limitent la possibilité pour les enfants à devenir des adultes responsables et capables de participer pleinement au développement de la société. Pendant les 2 jours que vont durer les travaux, ces acteurs sont invités à créer des opportunités d'échange et de réflexion pour permettre au Bénin de réaliser les objectifs durables de développement de l'agenda 2030 sur lequel tous les États africains sont engagés pour la construction d'une Afrique digne des enfants. La drépanocytose, encore appelée anémie à l'hématie falciforme, est une maladie génétique héréditaire affectant les chaînes de l'hémoglobine. Au nom de l'amour, certains jeunes, en tout cas béninois également, prennent le risque de se mettre en couple et pour conséquence avoir des enfants malades après un diagnostic confirmant leur incompatibilité. Est-ce que l'amour a une raison pour mettre en péril la santé et la vie d'une future progéniture ou de la progéniture? Et comment l'ancienne génération évitait la drépanocytose? La réponse dans ce reportage de Olive Biaou et Mathieu Sossou. S'aimer, oui, mais à quel prix? On peut éviter à sa descendance la drépanocytose en faisant l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est le test qui révèle si un individu est drépanocytaire ou est porteur de traits de drépanocytose. La drépanocytose est une maladie qui part de parents vers les enfants. Les risques sont là. Et par rapport à cela, on peut éviter d'avoir des enfants drépanocytaux. On peut l'éviter lorsque vous voulez vous marier. Je crois que cet examen fait partie des examens prénuptiaux. On doit l'encourager parce que nous avons dans notre pays, surtout en Afrique surtout, il y a plusieurs personnes qui portent la gène de drépanocytose. Donc, lorsque vous voulez vous marier, pour que vous n'ayez pas à donner à votre génération ce problème que vous avez reçu de vos parents, il faut être sûr que au moins un est neutre. On doit savoir soi-même ce qu'on est. Chaque parent doit savoir ce qu'il est. D'accord? Il faut le savoir avant d'aller au mariage. Si je suis AS, je vais me battre pour ne jamais tomber amoureux d'un AS et d'un SS. Quand ça arrive, séparez-vous. Vous n'avez pas de choix, à moins que vous choisissez le suicide pour vos enfants. Hein? Et ce n'est pas seulement le suicide pour vos enfants, mais c'est surtout les dépenses derrière ça. Aujourd'hui, on peut avoir cette maladie et vivre longtemps, faire des enfants et vivre encore plus longtemps que celui qui n'a pas cette maladie. C'est possible, mais c'est très cher.
ça revient. C'est des dépenses énormes pour la famille. Pour prévenir la maladie et l'éviter à sa progéniture, les anciens faisaient recours aux pratiques traditionnelles. Avant de se marier à quelqu'un, les gens vont chez un charlatan. Et on consulte pour dire, celui-là, celle-là, je peux vivre à lui jusqu'à l'éternité. Et en même temps, le charlatan te sort tout ce qui est dedans. Si vous allez le faire ou pas, quand vous allez le faire, les maladies qui vont sortir, il dit tout. Sinon, ça existait comme ça. Et c'est quand les gens consultent, il te dit tout, hein. Il se passe seulement côté maladie. Il te dit tout, même ce que la femme va te faire donner. Celui qui va mourir tôt, si le couple ne doit pas aller loin, il dit tout. Et quand il y a maladie, il y a des maladies. Et à ce moment, il y a des sacrifices à faire, ils font les sacrifices. S'il n'y a pas de sacrifice, le charlatan te dit qu'il n'y a pas de sacrifice. Que vous ne faites pas, il y aura des choses demain. Il y avait le drépanocytose, mais le Fa dit tout. La vision dit tout. Et la vision, le Fa va jusqu'à donner des feuilles pour traiter ce mal. S'il y a d'autres maladies graves qui seront issues de vos progénitures, qui vont décimer vos progénitures, le Fa dit tout. La vision spirituelle dit tout. Et on corrige par des cérémonies et par des feuilles qu'on va chercher, on prépare. L'électrophorèse est l'un des examens du bilan prénuptial très important pour ne pas infliger cette anomalie génétique à sa progéniture. Toutefois, la drépanocytose n'est pas forcément une fatalité. Ouvrons à présent les frontières de l'international. Dans cette édition au Sénégal, le mouvement pour la défense de la démocratie de l'opposant Ousmane Sonko a appelé les Sénégalais à descendre de nouveau dans les rues pour 3 jours et à partir de ce lundi, ce nouveau collectif de contestation réclame la libération immédiate de tous les prisonniers politiques illégalement et arbitrairement détenus et le respect du droit de manifester. Au Sénégal, le principal leader de l'opposition Ousmane Sonko appelle à une nouvelle manifestation contre le pouvoir le 29 juin. La dernière manifestation de vendredi menée par la coalition Yewwi Askanoui avait été interdite par les autorités et s'était soldée dans la violence en faisant 3 morts. Le 29, avec ou sans autorisation, nous allons organiser notre manifestation sur le territoire national. Et si Macky Sall veut empêcher cette affaire, je le dis ici et je lui adresse directement le message, qu'il soit prêt à nous arrêter ou à nous liquider. Lors de la manifestation du 17 juin, 4 membres de l'opposition ont été arrêtés, tandis que d'autres ont été empêchés de rejoindre le cortège. Nous exigeons la libération des otages politiques. Nous l'exigeons le plus immédiatement possible de Macky Sall et de son régime. Parce qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge. Il n'y a pas pire que l'injustice. Celui qui subit l'injustice et qui continue de la subir réagira à un moment ou à un autre. Les manifestations du 17 juin à Dakar et en Casamance ont été le théâtre de violents affrontements entre les forces de l'ordre et les jeunes qui avaient bravé l'interdiction. L'opposition protestait contre l'invalidation de la liste d'Ousmane Sonko pour les élections législatives du 31 juillet. Plus de 130 civils ont été tués dans le centre du Mali lors d'attaques attribuées à des djihadistes affiliés à Al-Qaïda, un des pires massacres reconnus par le pays. Et le dernier en date d'une série de tueries en cours à travers le Sahel, des scènes de massacres systématiques perpétrées par des hommes en armes à Diala Saougou également et dans 2 localités environnantes du centre également de Bakas dans le centre du pays. L'un des principaux foyers de violence qui ensanglante le Sahel depuis des années. Images et sons. Des djihadistes présumés ont massacré plus de 130 civils au cours du week-end dans le centre du Mali. Le gouvernement en a officiellement fait l'annonce par voie de presse ce lundi, alors que les réseaux sociaux faisaient déjà état de maisons brûlées et d'enlèvements.
Des responsables locaux ont décrit des scènes de meurtre systématiques perpétrées par des hommes armés à Diala-Sagou et dans 2 villes environnantes du cercle de Bankas, foyer de longue date de violences djihadistes. Noum Togo, qui vit dans la principale ville de la région, a échappé au massacre. Il raconte des faits de violence systématiques contre les civils pris dans les affrontements. Ils sont venus, ils ont dit aux gens que vous n'êtes pas des musulmans, en langue peul. Ils ont dit vous n'êtes pas des musulmans. Alors donc, ils ont amené les hommes, une centaine de personnes, ils sont sortis avec eux. À 2 kilomètres, ils ont abattu les gens systématiquement. Ils sont partis avec d'autres. Nous avons découvert le lendemain de façon macabre les corps entachés. Le Mali est secoué depuis 2012 par une insurrection menée par des groupes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, plongeant le pays dans la crise. Les violences qui ont débuté dans le nord se sont depuis étendues au centre et au Burkina Faso jusqu'au Niger voisin. Les civils sont souvent victimes de représailles de la part des djihadistes qui les accusent de collaborer avec l'ennemi. Depuis le début de l'année, plusieurs centaines ont perdu la vie dans ces attaques. Et puis je l'annonçais en titre, des centaines de personnes ont manifesté dimanche à Tunis contre le projet de nouvelle constitution qui doit être soumis à un référendum en juin prochain et la révocation plutôt de 57 juges par le président Kais Saied. Le peuple veut l'indépendance de la justice, également de la Constitution, liberté et dignité ont scandé les manifestants descendus dans les rues à l'appel du Front de Salut National. Nouvelle manifestation en Tunisie contre le président Kais Saied. Menée par la coalition du Front de Salut National, l'opposition tient tête et continue de scander son mécontentement face à la politique du chef de l'État. La protestation survient alors que le président s'apprête à recevoir l'ébauche d'une nouvelle constitution. Le texte sera proposé en référendum le 25 juillet. Ce n'est pas un projet sérieux, donc on ne le prend pas au sérieux. C'est une mascarade. Je suis presque certain que la grande majorité des Tunisiens vont ignorer cette imbécilité, cette mascarade. On est tous ici avec la même idée, qui est de se battre contre le coup d'État et pour la restauration de notre démocratie qui a été trahie par Kais Saied. C'est le fondement de notre société. En plus de cela, il y a des stratégies et des mensonges sous couvert d'un référendum, d'une constitution ou d'élections. Ça n'a aucun sens. La nouvelle constitution a été élaborée durant un dialogue national boycotté par l'opposition qui juge que certains partis politiques et membres de la société civile ont été exclus. Kais Saied dirige seul le pays depuis bientôt 1 an. Parlons à présent de l'Ukraine. Plus de 20 000 tonnes de blé sont actuellement bloquées en Ukraine et pour l'heure, la situation semble figée, les ports ukrainiens étant soumis à un blocus du fait de la guerre et il est donc impossible de faire sortir du pays des millions de tonnes de céréales stockées. La Hongrie propose son aide pour faciliter l'exploitation malgré les inquiétudes et alors que la Russie intensifie ses bombardements dans certaines zones. Les Ukrainiens tentent de retrouver une certaine normalité. Reportage. Le casse-tête autour des exportations de céréales ukrainiennes se poursuit. Les négociations pour trouver des solutions au blocus des ports, notamment celui d'Odessa au bord de la mer Noire, sont difficiles. Ce sont plus de 20 millions de tonnes de blé qui sont actuellement bloquées en Ukraine et pour l'heure, la situation semble figée. Nous menons des négociations complexes à plusieurs niveaux pour débloquer nos ports ukrainiens. Mais nous ne voyons pas de réel progrès. Car aucun outil convaincant n'a encore été trouvé pour se prémunir contre de futures attaques russes. Corridor maritime permettant aux exportations ukrainiennes de reprendre, options terrestres via la route et le rail, toutes les possibilités sont passées au crible. La Hongrie, par exemple, a offert son aide. Nous avons proposé que les exportations de céréales de l'Ukraine destinées soit à l'Afrique du Nord, soit au Moyen-Orient, puissent passer par la Hongrie. Et nous pouvons également apporter un support en matière de capacité d'expédition et de logistique.
Malgré les inquiétudes et alors que la Russie intensifie ses bombardements dans certaines zones, les Ukrainiens tentent de retrouver une certaine normalité. Comme ici sur un marché de Kramatorsk dans le Donbass. Difficile cependant d'oublier que la ville de Sévrodonetsk n'est qu'à une cinquantaine de kilomètres et que là-bas, les combats font rage. En France, la majorité présidentielle a remporté les législatives sans avoir la majorité. La NUPES devient la principale force d'opposition. Le RN envoie un nombre record de députés à l'Assemblée nationale. Le camp Emmanuel Macron paie la majorité absolue en obtenant 245 sièges à l'issue des élections législatives du dimanche dernier, suivi de l'Union de la gauche NUPES avec 131 sièges et du RN avec qui a obtenu 89 sièges. Reportage. Le second tour des élections législatives en France et Emmanuel Macron qui apparaît isolé ce lundi matin. Le président français a perdu dans les grandes largeurs la majorité absolue établie à 289 sièges sur 577. Il hérite à la place d'une Assemblée nationale où, à défaut de majorité, vont siéger deux oppositions puissantes qui lui sont réellement hostiles. Ainsi, les candidats macronistes ensemble remportent 245 sièges devant la coalition de gauche NUP, 131 sièges, et le Rassemblement national avec 89 sièges. La chef du gouvernement, Elisabeth Borne, si elle se voit reconduite, va devoir affronter de fortes turbulences. Jamais l'Assemblée nationale n'a connu une telle configuration sous la Ve République. Cette situation constitue un risque pour notre pays au vu des défis que nous avons à affronter, tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action. Ambiance bien plus heureuse à l'annonce des résultats pour l'alliance de gauche scellée derrière Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise qui n'a pas manqué d'insister sur la déroute du parti présidentiel. C'est au total et avant tout l'échec électoral de la Macronie, l'échec moral de ces gens qui donnaient des leçons à tout le monde sans arrêt et qui se prétendaient le barrage à l'extrême droite et qui auront eu pour principal résultat d'en avoir renforcé les rangs. Le RN réalise une percée historique et jamais le parti d'extrême droite n'avait obtenu autant de sièges à l'Assemblée nationale. Et Marine Le Pen d'afficher clairement sa satisfaction de faire d'Emmanuel Macron un président minoritaire de manière à préserver le pays du règne d'un parti unique et d'un président sans contrôle dans l'exercice du pouvoir. Ces résultats ouvrent une période délicate de tractation à tous les niveaux pour sceller des alliances, remanier le gouvernement et négocier les postes de responsabilité dans la nouvelle Assemblée. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Speedline Télévision. Portez-vous bien. Prenez soin de vous, des autres également, et que Dieu nous garde.